François parlait de... Oui, oh, joli. Il faut que tout le monde comprenne, dans notre pays, que les consommateurs de drogue sont des complices des trafiquants, a déclaré Emmanuel Macron hier, lors de son déplacement à Marseille, alors qu'il se trouvait dans un commissariat de la ville. Éric Zemmour, faut-il considérer les consommateurs comme des victimes ou comme des complices? Et si ce sont des complices, pourquoi est-ce qu'on ouvre des salles de shoot et non pas des places de prison? Je dirais les deux, mon général. Ce sont à la fois des complices, puisque évidemment, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre, hein, c'est la loi économique de base, mais ce sont aussi des victimes, puisque ils ont une addiction à ces substances-là, donc ils sont aussi malades. Et en même temps, ils sont complices, car évidemment, il n'y aurait pas de fraudeurs, il n'y aurait pas de trafiquants s'il n'y avait pas de consommateurs. Je trouve que cette distinction, d'ailleurs, est un peu factice. En fait, on aurait deux manières d'aborder le sujet. On pourrait l'aborder, après tout, par l'histoire. C'est-à-dire, on pourrait dire, au début, les drogues, c'était quelque chose de très romantique. C'était quelque chose qui touchait uniquement quelques rebelles, dont nous parle de temps en temps Marc, c'est-à-dire Baudelaire, Verlaine. Vous voyez, c'était des gens qui effectivement touchaient à ces substances illicites et qui en profitaient pour avoir une nouvelle inspiration. Vous voyez, de Baudelaire jusqu'aux Beatles ou aux Rolling Stones. Il y a eu d'abord ça. La drogue permettait une espèce d'état second pour être plus créatif. Il y avait une aura assez romantique autour de ça. Et puis, petit à petit, on pourrait d'ailleurs citer les surréalistes qui justement l'avaient théorisé. C'est-à-dire, je suis dans un état second et j'ai la fameuse écriture automatique, et vous voyez, et j'écris comme ça, breton, aragon, etc. Bon, passons sur ce côté romantique et arrivons dans les années 60 où là, ça devient un phénomène de masse. D'ailleurs, c'est assez comment vous dire, c'est une analyse qu'on pourrait refaire pour tous les phénomènes des années 60. C'est-à-dire, en gros, les années 60, c'est la massification de quelques comportements individuels des années 20 ou de la fin du 19e siècle. Vous voyez, là où il y avait un Baudelaire, un Breton, etc., il y aura des milliers de hippies, de gens qui se droguent, etc. Vous voyez, c'est un peu l'histoire du XXe siècle. Donc, évidemment, il y a les hippies, les gens qui se droguent et la découverte de la drogue, avec tous les groupes de rock dont j'ai parlé, avec aussi la fameuse French Connection. Il ne faut pas oublier, j'ai d'ailleurs une anecdote si ça vous amuse. Je me souviens quand j'étais chroniqueur de chez On n'est pas couché, on a reçu un jour un vieux, la vieille de la French Connection. Et il nous racontait, il avait écrit un livre, enfin, il avait fait écrire un livre, de ses exploits dans les années 60-70. Et vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que la French Connection vendait la drogue aux Américains. Et évidemment, on passait dans les coffres des voitures et on mettait sur les bateaux, on a tous vu des films là-dessus. Et lui, il l'a fait. Il était le chauffeur de la voiture avec la drogue dans le coffre, etc. Il nous racontait tout ça. Et il avait une gouaille à la Gabin. On avait l'impression que c'était Gabin ressuscité. Donc vous imaginez le type. Et à un moment, Riquet lui dit, mais enfin quand même, vous n'aviez pas un peu honte, vous n'avez pas de culpabilité de vendre de la drogue comme ça qui allait rendre malade tous ces jeunes. Et là, il nous regarde et il nous fait cette réponse superbe. Il nous dit, ah non, je m'en foutais complètement, c'était des Américains. Et alors là, c'était extraordinaire, c'était vraiment la France de Gabin, quoi. Vous voyez, bref, passons. Donc, la French Connection, et puis petit à petit, on connaît l'histoire politique, c'est-à-dire que Pompidou va aux États-Unis, voit Nixon, et Nixon lui dit c'est plus possible. Et là, Pompidou s'engage à mettre un terme à cette French Connection, et effectivement, ils ont démantelé la French Connection, qui va être bientôt remplacée par les trafiquants de drogue maghrébins à partir des années 70, 80, 90. C'est toute l'histoire du film Le Prophète, qui est un film tout à fait emblématique de ça et qui raconte bien ce basculement où l'ancien chef des délinquants, des mafieux corses, est remplacé petit à petit par un petit maghrébin qui l'a pris sous son aile et qui va le remplacer. C'est toute l'histoire du trafic de drogue en France. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, la partie là, on est devenu un phénomène de masse. Et pour bien préciser
ce phénomène de masse, il faut quelques chiffres. On peut dire par exemple qu'il y a que c'est un marché qui a été évalué entre 3 et 4 milliards d'euros par an. C'est colossal. L'INSEE, depuis quelques années, comptabilise ses revenus dans le PIB global du pays. Cela coûte à l'État autour de 2,4 milliards. C'est-à-dire 1 milliard pour la répression et 1,4 milliard pour la prévention, les soins, les gens qui sont malades, etc. Vous voyez, c'est des sommes qui ne sont pas négligeables, hein, c'est des sommes très importantes. D'après le journaliste Frédéric Ploquin, qui est spécialiste de cette question, il estime à peu près 240 000, 250 000 personnes qui en vivent. C'est-à-dire tous les trafiquants. Aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France. Oui, bien sûr, pardon. Oui. Bien sûr, je précise en France, bien sûr. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de monde. Des gens qui en vivent, qui sont trafiquants, qui sont nourrices, etc. etc. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Et on a, si vous voulez, alors évidemment, le cannabis représente 80% de la consommation globale. On a à peu près 3,9 millions de consommateurs, dont 1,2 million réguliers. Évidemment, cette consommation touche essentiellement les jeunes. Entre 18 et 30 ans, c'est là qu'on a les principaux consommateurs. Après 30 ans, la plupart des gens arrêtent. Il y en a qui continuent bien sûr, mais statistiquement, c'est un phénomène d'abord entre 18 et 30 ans qui est réduit ensuite. Ça ne veut pas dire que tout le monde arrête après, évidemment. Mais en tout cas, sur la statistique, c'est comme ça qu'on en tout cas établit les chiffres. Donc on a un vrai phénomène de masse énorme, avec des revenus gigantesques, avec surtout un pourrissement d'innombrables cités et quartiers par ce trafic de drogue, avec des gens qui font la loi, qui sont surarmés, qui imposent leur volonté, qui imposent leur mode de vie, qui imposent même comme une frontière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans certains quartiers si vous ne montrez pas patte blanche aux représentants des trafiquants de drogue. Donc vous voyez, c'est un marché colossal et c'est une situation qui s'aggrave d'année en année. Entre la légalisation pour la gauche et la répression pour la droite, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre ce trafic ? C'est amusant ce que vous dites, parce que vous avez raison, dans les imaginaires politiques, on associe la légalisation des drogues, en tout cas du cannabis, à la gauche, et on associe une volonté répressive à la droite. En vérité, quand on réfléchit sur les 40 dernières années, la droite a renoncé à la répression et la gauche a renoncé à la légalisation. Les gouvernements de gauche, je me souviens de la polémique autour de quand il y avait Jox, ministre de l'Intérieur, vous voyez, ça remonte aux années 88-89, a toujours refusé, en vérité, de légaliser le cannabis et évidemment les autres drogues. Mais de l'autre côté, la droite qui avait pris les premières mesures, on se souvient que c'est Pompidou, en 70, qui prend les premières mesures de sanctions contre les consommateurs. La droite a renoncé, en vérité, à son intention initiale. J'ai vu hier le film Bac Nord, je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est impressionnant. D'abord, les acteurs font une performance extraordinaire, vraiment, et c'est d'un réalisme redoutable. Je comprends pourquoi, je n'avais pas compris, je me doutais, pourquoi la presse de gauche lui a taillé des paupières. Je comprends mieux, c'est vraiment, effectivement, c'est dur pour elle d'avaler ce genre de film, mais on voit, si vous voulez, que la police a ordre, je dis bien a ordre, de ne pas réprimer le trafic de drogue. On voit une scène absolument extraordinaire où il y a les trafiquants de drogue maghrébins devant l'entrée de la cité, avec les flics qui arrivent avec leur voiture, et le flic qui veut rentrer, qui veut poursuivre un trafiquant de drogue, et on entend la radio de la voiture de police dire ne rentrez pas dans la cité, rebroussez chemin, ne rentrez pas dans la cité. Et le trafiquant de drogue lui dit bah alors, tu rentres là, t'as pas entendu tes ordres? Donc il l'humilie. Enfin, c'est extraordinaire. Si vous voulez, c'est ça qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a donné ordre à la police de ne pas réprimer le trafic de drogue. Lorsqu'Emmanuel Macron, comme aujourd'hui, il annonce 200 policiers à Marseille. Et, vous savez, régulièrement on a eu ça. On a Sarkozy qui a fait ça. Et puis après, il a arrêté. Parce que
Certains lui ont dit que s'il y avait eu les émeutes de 2005, c'est parce qu'il avait commencé à réprimer vraiment le trafic de drogue. Moi, je pense que tout ça, c'est de la communication. Il n'y a pas de répression du trafic de drogue en France. C'est pas vrai. On laisse faire. On ne fait pas pression sur le pays pourvoyeur de cannabis, c'est-à-dire le Maroc. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'Afghanistan. Oui. Non, donc je disais, il y a quand même une répression. On pourrait réprimer beaucoup plus sévèrement. On pourrait faire ce que je réclame depuis longtemps, c'est-à-dire étendre la déchéance de nationalité au trafic de drogue. On a beaucoup de trafiquants qui ont la double nationalité, qui sont franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, franco-africains, sénégalais et autres. Donc on pourrait vraiment décider une déchéance de nationalité de masse et ensuite les expulser puisqu'ils seront étrangers. Vous voyez, il y a des mesures dures à prendre qu'on ne prendra pas. Qu'on ne prendra pas. Donc qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a une répression, faire ça, non, je n'y crois pas. Et pour la légalisation du cannabis, je vais vous dire, si on se refuse, c'est ce que je disais l'autre jour, si on continue à se refuser à une répression vraiment féroce, c'est la seule solution rationnelle. Maintenant, elle ne marche pas forcément. J'ai regardé, en Californie par exemple, je crois qu'ils avaient légalisé la marijuana, l'usage récréatif de la marijuana, et ils ont constaté que les recettes fiscales, qui sont un bon révélateur de la consommation, étaient 3 fois moindres que celles qu'ils avaient attendues. Et quand on lit... En Californie. Quand on lit les explications, on voit bien les 2 grandes explications. La première, c'est que les gens n'ont pas envie de payer de taxes, et donc ils préfèrent continuer à acheter au marché noir. Et surtout, la deuxième raison, qui est, je crois, la plus importante, c'est que le taux de THC, le principe actif, il est en baisse lorsqu'on légalise le cannabis. Voilà, il est plus faible parce qu'on se dit, évidemment pour des raisons de santé publique, il faut éviter les effets secondaires, etc. Ouais. Et donc les consommateurs ne veulent pas de ce cannabis voilà, c'est pas mal, et blonde comme on dit avant, comme les cigarettes brunes et les cigarettes blondes, et donc ils achètent, ils continuent d'acheter au marché noir. Donc vous voyez, il faut reconnaître, hein, il faut être humble, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de solution facile, que c'est un phénomène de société gigantesque, qu'on pourrait interpréter pendant des heures et des heures sur le mal-être contemporain, sur les frustrations, sur l'obsession de la consommation, de l'avoir et non pas de l'être, enfin vous voyez, sur l'éclatement des familles, enfin je veux dire, vous voyez, chacun voit midi à 14h, et chacun d'ailleurs est légitime. Hein, d'un côté on dira c'est parce que les familles sont éclatées, et on est légitime, de l'autre on dira c'est cette société de consommation, vous voyez, etc. Et on est légitime aussi. On pourrait discuter des heures hein, sur les causes, hein, les causes philosophiques, sociologiques, etc. C'est une discussion très vaste. Maintenant, moi j'essaye de m'arrêter aux considérations les plus rationnelles et les plus matérielles. 2 remarques. La première, c'est qu'il y a des trafiquants français, il faut quand même le souligner. Il y a des trafiquants européens. Non, je ne vais pas dire, on a beaucoup parlé du trafic maghrébin et africain. Il faut quand même le souligner, même la French Connection, c'était aussi ça. Ah, c'était les Français et les Corses, en plus. Et ma deuxième remarque, c'est que vous nous avez fait un petit aveu. Mais ça fait longtemps, hein, les Corses. Hein. Oui, oui. Vous avez fait un petit Ce monsieur doit être mort, d'ailleurs, parce que moi, c'était il y a 10 ans déjà. Oui. Il était déjà vieux. Hein. Il y a eu Zampa, entre autres. Bien sûr, mais il y a eu des trafiquants de drogue, des Corses, évidemment. Oui, je vous dis, c'est le film Le Prophète. Oui. On le voit bien. On voit bien le grand remplacement, si j'ose dire, mafieux. Et vous nous avez dit le grand remplacement. Ben oui, mafieux. Il remplit toujours par là, il remplace. Hein. Toujours par non, mais c'est exactement ça. C'est une plaisanterie, évidemment. Mais c'est exactement ça. On le voit bien dans ce film. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Oui, je l'ai vu. C'est c'est magnifique à voir. Violence. Au début, le corps, c'est vraiment splendide et triomphant. Et à la fin, les Maghrébins ont pris la place. C'est pour ça que je dis ça. Et autre chose, vous avez fait une petite remarque, vous avez fait un petit aveu une fois aussi dans cette émission, vous étiez contre la légalisation, et vous avez dit que vous aviez changé d'avis. J'ai dit. Moi, vous savez, j'essaye de réfléchir. Oui. J'essaye de me remettre en question, de ne pas m'enfermer dans mes certitudes. On est tous plus ou moins enfermés dans nos certitudes, surtout quand on avance en âge. Mais bon, on peut essayer d'être bousculé. Non, j'ai réfléchi, et c'est ce que je vous ai dit. À partir du moment, soit on essaye vraiment une répression féroce. Certains me diraient d'ailleurs,
même cette répression féroce ne servira à rien. On me dira, en Iran, on les pend et pourtant il y a quand même du trafic de drogue. C'est possible, hein. Encore une fois, je n'ai pas la vérité révélée. Donc je dis, dans un premier temps, je veux essayer une répression féroce parce que je maintiens qu'en France, en tout cas, c'est ce que j'ai dit, on y a renoncé depuis 40 ans. Bon. Et ensuite, c'était le centre de notre discussion d'il y a plusieurs mois, je me dis, bon, s'il n'y a pas de solution, autant légaliser, puis on verra bien. D'ailleurs, j'ai vu dans les sondages qu'une majorité de Français sont favorables à la légalisation du cannabis. C'est quand même un phénomène... Vous venez de nous dire qu'en Californie, étant donné qu'on diminue le taux, etc. Mais mon cher Marc, je reconnais que ce n'est pas simple. Vous voyez, parfois, j'ai des idées simples, j'espère pas simplistes, mais au moins je sais où je vais. Là, c'est compliqué, donc je reconnais que c'est pas simple. Eric, voilà. Ensuite, ma dernière question. Vous venez une idée. Oui. C'est vrai que j'entendais sur CNews un magistrat qui disait c'est très compliqué d'appliquer les peines parce que souvent les juges eux-mêmes consomment du cannabis et que c'est compliqué d'aller. Voilà. Non mais je l'ai entendu, Ouais. mais c'est pas impossible. Non, c'est pas Vous avez impossible. des juges qui doivent. C'est un peu... Non, ça touche Avec toutes le les dixième. mais ça touche tout. Dimitri, ensuite, ma dernière de la question. société. Rapidement. Ça touche toutes les classes de la société. J'aurais deux remarques, c'est qu'en fait, les trafiquants, malgré tout, ils payent quand même une forme de TVA, c'est les saisies, et c'est de l'ordre de 20% d'une trafic, on est à peu près au taux de TVA. Mais moi, je pense que faut pas être binaire, répression ou légalisation. Si vous légalisez, il faut continuer à combattre les produits de contrebande, parce que c'est ça, c'est que le cannabis devient en partie de contrebande, et ça ne peut fonctionner que dans les deux sens. Mais c'est vrai que le taux moyen de THC saisi par les forces de l'ordre, depuis 20 ans, le taux moyen n'a cessé de monter. Maintenant, Marc, vous avez du cannabis à 30% de poids de THC, ce sont des drogues dures à ce niveau-là. Et Ah oui, absolument. Mais c'est plus du tout les joints des années 70. Il y a quand même un point. Ah, non mais c'est vrai. Moi, pour une fois, je suis complètement d'accord avec Macron, Oui. c'est-à-dire la responsabilité des individus. C'est les consommateurs. oui, le consommateur, c'est-à-dire que quand on achète, quand on entre on entretient un trafic, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans la vie, arrêtons d'être comme des gosses qui nous roulons par terre si on n'a pas nos désirs qui s'exécutent. Alors là, ça vous fait pas une politique publique de mais dire ça? si, non, c'est quand de on la est président de la pédagogie. République, je suis pas désolé. Philosophiquement, je suis d'accord, mais quand on est président de la République, quand on parle de quoi qu'il en coûte pour sauver des entreprises, eh bien, moi, si on se veut donner les moyens, c'est quoi le quoi qu'il en coûte de la répression, de la guerre contre la drogue? C'est quoi le quoi qu'il en coûte? On va jusqu'où, hein? Rappelez-vous Samia Ghali qui disait il faut faire intervenir l'armée. Est-ce qu'il faut aller jusque-là face à des gens qui sont armés? Enfin, vous voyez, il y a un prix à payer extrêmement lourd que je ne pense on ne mesure pas Je dans la suis lutte tout contre à fait d'accord avec Dimitri, c'est ce que j'ai essayé de définir tout à l'heure. Des mesures qui ne seront jamais prises par Emmanuel Macron. Même si on peut remettre en cause, et philosophiquement et juridiquement, les consommateurs. Je vous dis, c'était la loi de 70. Elle a complètement été abandonnée. Alors en France, Éric Zemmour, certaines substances comme l'alcool, le tabac, qui peuvent devenir des drogues, sont autorisées, tandis que d'autres, comme le cannabis ou l'ecstasy, sont interdites. Comment est-ce qu'on peut justifier cette barrière morale et légale entre ces différentes substances? Je dirais plusieurs choses. D'abord, je ne mettrai pas dans le même sac l'alcool, le tabac et les drogues. Je pense que le vin est différent. On peut s'arrêter, on peut boire un verre de vin. C'est pas la même chose que fumer des cigarettes. On peut fumer un joint par semaine, hein. Il y a plein de gens qui se... Ah oui. Ouais, c'est vrai. Mais alors vraiment, c'est vraiment, il y en a peu de gens, moi je pense, qui font ça. Alors, on laisse Éric Zemmour terminer son Il me semble, développement. hein, je sais pas, je Et connais pas ensuite, assez bien. Mais il me semble qu'il y avait une différence entre d'un côté le vin et de l'autre le tabac et le hashish et les drogues encore plus dures. Il me semble que le vin peut Il y a être des consommé, voilà. Au niveau Tandis que je pense que le tabac et les drogues illicites sont tout de suite nuisibles. Encore une fois, je pense que c'est ça. Maintenant, en plus, il y a un côté culturel que j'assume. C'est-à-dire que le vin, c'est notre drogue, si j'ose dire. C'est notre art de vivre. En revanche, je serais... L'alcool à consommer avec modération. Ouais, en revanche, je ne serais pas du tout sur cette ligne pour le tabac. Je pense que le tabac est une plaie. Je pense que maintenant qu'on m'a expliqué que un gamin sur deux qui fume à 15 ans risque un cancer à 50 ans, je dois dire que là, je serais pas du tout dans le même état d'esprit que par rapport au vin. Le tabac est vraiment une plaie, une plaie de santé publique, et d'ailleurs, qui prouve, pardonnez-moi cet écart de réflexion, c'est-à-dire que je prouve que la raison ne sert à rien.
je réfléchis depuis des années là-dessus, c'est-à-dire que tout le monde sait, quand j'étais petit, quand nos parents fumaient énormément, ils n'étaient pas sûrs que ça donnait le cancer, etc. Il y avait des études contradictoires, etc. Oh, d'ailleurs, ils fumaient beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Et pourtant, on continue. Mais c'est la puissance de l'addiction. Et c'est l'insuffisance de la raison, je crois. Et on a le même problème avec le sucre, Marc le dit souvent, mais... C'est vrai. Mais là, c'est la même chose. On peut manger un peu de sucre, c'est pas la même chose que fumer. Non, c'est le même engrenage de dépendance. Le sucre, vous mettre bien. Non, mais après, c'est là où on devrait tous faire des efforts. Et ça fait partie d'éducation qui n'est pas abordée dans les écoles. Alors, vous allez dire, les écoles n'ont pas à tout faire, mais c'est de rappeler à tout à chacun que nous sommes des êtres qui ne vivons pas uniquement de nos fantaisies et de nos appels intérieurs, mais qu'on a des responsabilités par rapport à nous-mêmes et donc par rapport aux autres. Un dernier mot, peut-être justement je suis sur d'accord avec ça. La vision globale, justement, sur cette lutte contre les drogues, pour terminer sur cet édito. Pour une vision globale, je vais vous dire. Je me réfère à l'histoire. Je pense que la drogue détruit des peuples, détruit des jeunesses, détruit des sociétés. Et que il y a une façon de détruire un adversaire en le droguant. C'est-à-dire que je pense que les gens les gens qui nous vendent de la drogue veulent nous détruire. Et on a vu dans le passé, la guerre de l'opium est célébrissime pour ça. Les Anglais ont obligé les Chinois à leur acheter de l'opium. Et à consommer de l'opium, à ne pas interdire l'opium pour pouvoir mieux asservir la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais dur avec les pays qui nous vendent, qui produisent et qui vendent de la drogue. Je pense que ces gens-là veulent nous détruire et veulent détruire la jeunesse française avec de la drogue. Ça paraît comme ça fou, mais je pense qu'il y a là un vrai conflit et qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, que c'est faire la guerre au peuple français et à la jeunesse française que de favoriser les ventes de drogue et la production de drogue en France. Dans votre deuxième édito, on parlera de cette étude menée par Aristote. Alors là, pour reprendre votre mot, très intéressant. Très intéressant. Vraiment. Passionnant. Passionnant. Elle a dit passionnant. Et alors, elle est passionnante.